Donc, bonjour tout le monde. Pardon pour le retard. Donc, aujourd'hui, on va voir le cours de l'hémorragie du postpartum. Vous avez votre polycopie, bien sûr, il faut bien le consulter. Et je vais essayer de vous exposer aujourd'hui les points les plus importants, que je juge le plus important pour l'étudiant en médecine, les connaissances les plus importantes et aussi peut-être ce que vous devez retenir pour ce cours, pour votre pratique comme médecin de famille ou bien médecin spécialiste, et aussi pour l'examen aussi. Donc, je vais commencer par définir l'hémorragie du postpartum et mettre l'accent sur l'importance de cette entité. Alors, l'hémorragie du postpartum, c'est un saignement qui dépasse les 500 millilitres, qui prend naissance du tractus génital durant les 48 heures qui suivent l'accouchement. Ce saignement doit dépasser 500 millilitres. Donc, c'est un saignement qui dépasse 500 millilitres de quantité et qui survient dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Ce saignement prend naissance du tractus génital. Le tractus génital, c'est l'utérus qui est formé, comme vous le savez, par un corps, un segment inférieur pour donc la femme enceinte, et un col. Donc, corps, segment inférieur qui prend la place de l'isthme, et le col, le vagin et le périnée. Voilà. Si la femme saigne plus que 500 cc durant les 48 premières heures qui suivent l'accouchement, et si ce saignement prend naissance du tractus génital, corps, segment inférieur, col et vagin, cette entité s'appelle hémorragie du postpartum. C'est une notion relativement nouvelle, parce que la notion la plus ancienne s'appelait avant hémorragie de la délivrance. On parlait avant juste de l'hémorragie de la délivrance, et je définis quand même l'hémorragie de la délivrance. C'est un saignement qui dépasse 500 millilitres toujours, qui suit l'accouchement, bien sûr, et qui survient dans les 48 heures qui suivent l'accouchement, mais c'est un saignement qui prend naissance au niveau du site d'implantation placentaire, c'est-à-dire de l'aqueduc. C'est l'endomètre de la femme enceinte. Donc, c'est une hémorragie qui suit la délivrance. Ça s'appelle hémorragie de la délivrance. Mais il y a d'autres accidents et d'autres types d'hémorragie qui prennent naissance aussi du vagin, du périnée. Donc, avec Alèche, c'est pour cela qu'on a agrandi cette entité. Donc, l'hémorragie du postpartum, elle contient le terme hémorragie de la délivrance, parfois encore utilisé. C'est pour ça que je vous ai exposé les deux entités. Mais nous, on va oublier l'entité hémorragie de la délivrance et on ne va retenir que la définition de l'hémorragie du postpartum. Voilà. Alors, cette entité, pourquoi elle est importante? Cette entité est importante parce que l'hémorragie du postpartum représente la première cause de mortalité maternelle. En Tunisie, on a encore un taux de mortalité maternelle assez important. Actuellement, il est estimé à l'ordre de 45 décès pour 100 000 accouchements. 45 décès pour 100 000 accouchements, c'est beaucoup. C'est-à-dire que lorsque une maternité, par exemple, fait 10 000 accouchements par an, une maternité comme la nôtre ici, par exemple, à Sfax, c'est une maternité qui fait 10 000 accouchements par an. Donc, si on a un taux de décès de 45 décès pour 100 000 accouchements, on doit s'attendre à un taux de décès de entre 4 et 5 femmes par an. Dans une maternité, c'est beaucoup. Hein.
C'est un décès tous les 3 mois. Donc, c'est un taux quand même assez élevé par rapport aux pays développés, là où le taux de décès il est aux alentours de 25 à 26 décès pour 100 000 accouchements. Mais 80% des décès maternels sont dus à l'hémorragie du postpartum. Donc, cette entité est très, très importante. Elle est responsable de 80% des décès maternels. Mais point très important aussi à dire, c'est que ce taux de la mortalité maternelle par hémorragie du postpartum, il est toujours jugé évitable. On pouvait éviter le décès d'une dame qui est morte par hémorragie du postpartum. Le décès est toujours évitable, ce qui rend cette entité très importante à connaître et ce qui nous oblige à la prendre au sérieux, à la prévenir correctement, à faire le diagnostic correctement et à installer une prise en charge bien coordonnée, bien codifiée, bien écrite, bien connue par tout le monde, standardisée, faisable et efficace. Parce que là, il y a une obligation de résultat. Cette hémorragie du postpartum, vous voyez que la définition écrite, on parle de 24 heures, mais c'est l'hémorragie du postpartum précoce. L'hémorragie du postpartum, point, c'est l'hémorragie qui survient dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Elle est dite précoce si la perte sanguine dépasse les 500 millilitres dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Cette hémorragie est dite sévère si elle dépasse 1 litre de saignement, ou bien si elle nécessite une transfusion sanguine, ou bien si elle donne des répercussions sur l'état de santé de la femme, parce qu'on peut même saigner une faible quantité, moins de 500 cc, mais on est d'emblée, par exemple, anémique. Si une dame est anémique à 6 grammes, par exemple, par décilitre, si elle saigne 200 à 300 cc, elle pourra développer là des complications qui peuvent être graves pour son état de santé, même si elle ne dépasse pas les 500 millilitres. Mais pour vous, vous devez retenir la définition que j'ai exposée initialement, 500 cc de saignement qui prend naissance du tractus génital dans les 48 heures qui succèdent à un accouchement. Voilà. Donc, je vais vous exposer que les points que je voudrais que vous appreniez réellement. Donc, je vais me faire aider par ce support, mais vous allez essayer de me comprendre et d'écouter ce que je vous dis, surtout. Donc, je profite de cette plaque pour parler un peu de la physiologie. Alors, comment la physiologie fait pour qu'une femme ne saigne pas plus que 500 cc après l'accouchement? En fait, je vous rappelle que lors de l'accouchement, l'utérus évacue le fœtus et ses annexes, c'est-à-dire liquide amniotique, placenta, cordon ombilical. Initialement, il y a peut-être une ouverture de la poche des os, une évacuation du liquide, et puis une ouverture du col, une évacuation de l'enfant, du bébé, et puis une évacuation du placenta. Comment ça se passe, l'évacuation du placenta? Alors, je vous rappelle qu'initialement, l'utérus qui était en phase de contraction utérine pour essayer de propulser le mobile fœtal et pour l'évacuer, après évacuation du fœtus, il va y avoir une rétraction utérine. Et cette rétraction utérine, elle va donner un décollement du placenta. Ce décollement du placenta, il est central. Donc, du sang va être déversé entre le placenta et la caduque. Et c'est l'hématome rétroplacentaire physiologique. Ce sang, il va aider à décoller tout le placenta. Une fois le placenta est décollé,
cet hématome rétroplacentaire va déclencher les contractions utérines de nouveau. Et c'est ces contractions utérines qui vont chasser le placenta jusqu'à ce que le placenta sorte totalement. Après, l'utérus va être contracturé et c'est cette contracture qui va aider à l'hémostase, puisque cette contracture utérine va enserrer les vaisseaux et les artères spiralées pour les écraser en attendant l'hémostase physiologique. C'est que la femme, au cours de sa grossesse, elle a développé des facteurs de coagulation et ces facteurs de coagulation ils sont fabriqués en excès au cours de la grossesse. C'est pour ça qu'au cours de la grossesse, la femme risque plus les maladies thromboemboliques, par exemple. Donc, des facteurs de coagulation en excès, ces facteurs de coagulation, ils vont aller rapidement vers ce site de saignement pour aller encore obstruer ces artères et ces artérioles spiralées qui sont enserrées entre les fibres musculaires de cet utérus contracturé. Donc, c'est la règle des 4 T finalement pour essayer d'apprendre. Pour avoir une bonne hémostase et pour ne pas avoir de saignement en post-accouchement, il nous faut une fibre musculaire qui est tonique. Et c'est le T de l'atonie, du tonus musculaire, pardon. C'est le T du tonus musculaire. Donc la fibre musculaire de l'utérus, elle ne doit pas être fatiguée en fin de course. Elle doit être en forme pour donner initialement cette rétraction utérine et puis cette contraction utérine qui va chasser le placenta et cette contracture qui va fermer les vaisseaux en attendant l'apport des facteurs de coagulation pour encore les boucher et les fermer et pour ne pas risquer un saignement important après l'accouchement. Donc, une fibre musculaire tonique est importante pour ne pas risquer le saignement. D'autre part, on a besoin donc d'un utérus vide. On a besoin que le fœtus, le placenta, avec tous ses cotylédons et le cordon, sortent de la cavité utérine pour que l'utérus se contracte définitivement et pour donner cette contracture qui va enserrer et qui va essayer de fermer les vaisseaux qui étaient ouverts pour ne pas risquer l'hémorragie. Donc c'est le deuxième T, hein, ça s'appelle tissu, c'est l'absence de tissu dans la cavité utérine. C'est la deuxième règle nécessaire pour avoir une bonne hémostase post-accouchement. Troisième règle, on a besoin, ça s'appelle, on a appelé pour se souvenir, hein, thrombine, c'est qu'on a besoin d'une bonne coagulation. On a besoin d'une bonne coagulation. Vous voyez ici que lorsque le muscle enserre les vaisseaux, il va y avoir un apport de facteurs de coagulation et une fermeture de ces vaisseaux qui déversaient le sang vers le placenta. Ils vont être fermés, bouchés, et comme ça, ils ne vont pas saigner. Et le quatrième, l'absence de traumatisme. Vous imaginez bien que s'il y a, par exemple, une déchirure utérine, une déchirure cervicale, une déchirure vaginale, ou bien une déchirure périnéale, vous voyez ici, on peut avoir, si vous voyez la flèche, on peut trouver des déchirures périnéales, vulvo-périnéales, lors, par exemple, d'un accouchement instrumental, lorsqu'on met, par exemple, parfois des spatules en fer pour essayer de guider la sortie de la tête, si on ne fait pas correctement le geste, on peut risquer une déchirure périnéale ou bien vaginale qui va saigner, qui va donner un saignement important. On peut avoir, par exemple, une rupture utérine. Si tu as un mobile fœtal qui est volumineux, par exemple un macrosome, et si tu as un bassin osseux qui ne permet pas la sortie de ce bébé macrosome, la fibre musculaire utérine va travailler, va essayer de pousser jusqu'à ce qu'elle se rend à un certain moment donné, et c'est la rupture utérine. Donc une rupture utérine fait saigner, n'est-ce pas? Et c'est un saignement intra-abdominal qui ne va pas être visible, qui ne va pas sortir de la cavité vaginale. Parfois, on peut même faire le diagnostic de cette rupture par l'état de choc, par
l'accélération du pouls ou bien la chute de la tension artérielle. Vous avez vu que lors du cours de l'accouchement, parfois on est amené à couper le faisceau puborectal et ça s'appelle l'épisiotomie. Et c'est pour essayer d'élargir un peu la cavité vaginale pour permettre une sortie correcte de la tête et des épaules et pour ne pas risquer des déchirures à droite et à gauche qui peuvent être difficiles à réparer. Et si tu ne répares pas bien cette cavité, cette épisiotomie, et si tu laisses une petite artériole qui saigne à l'intérieur, ça va donner ce qu'on appelle un hématome de l'épisiotomie, appelé aussi thrombus pelvien. Et cet hématome de l'épisiotomie, il est très difficile à diagnostiquer parce que tu vas avoir un saignement qui diffuse dans le rétropéritoine carrément, dans l'espace initialement cellulo-graisseux de la cavité que tu as fermée, et il va diffuser en profondeur, en rétropéritonéal, et parfois tu fais le diagnostic que si la patiente présente malheureusement un état de choc. Donc, une bonne fibre musculaire lisse, non fatiguée, un utérus vide, une bonne coagulation et une absence de traumatisme, de déchirure, de rupture, c'est les 4 points fondamentaux pour ne pas risquer l'hémorragie du postpartum. Donc, de cette physiologie, on peut dégager, bien sûr, les étiologies, les causes de cette hémorragie du postpartum. Quelles sont les causes de l'hémorragie du postpartum? Donc, si la fibre musculaire est fatiguée, ça s'appelle atonie utérine, atonie musculaire utérine, ou bien inertie utérine. Le terme inertie et le terme atonie, ce sont des synonymes qui veulent dire que la fibre musculaire est fatiguée, épuisée, et elle ne peut pas assurer sa fonction de contraction utérine pour chasser le placenta et pour le faire vider. Et une fois l'utérus est vide, elle ne peut pas faire cette contraction durable, cette contracture qui va permettre l'hémostase. Quand est-ce que notre fibre musculaire peut être fatiguée? Vous imaginez bien que si, par exemple, le travail, la phase là où on permet à la contraction utérine de travailler et de faire évacuer le mobile fœtal, imaginez que cette phase dure longtemps. Un travail lent, ça s'appelle un travail lent. C'est que, par exemple, au lieu de permettre au col de s'ouvrir à un rythme de 1 cm par heure, on a un col qui ne s'ouvre pas. Et la fibre musculaire essaie de pousser jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Donc, au lieu de passer de 4 cm d'ouverture du col à 5 cm au bout de 1 heure, on passe de 4 cm à 5 cm au bout de 2 heures ou bien de 3 heures de temps. Ça s'appelle travail en marche d'escalier. Et au final, on va avoir un travail lent. Ça va bien sûr fatiguer notre fibre musculaire. Et lorsqu'on en aura besoin lors de la délivrance et après la délivrance, on va la trouver épuisée. L'utérus ne peut pas se contracturer et le saignement va persister. Et c'est l'hémorragie du postpartum. Donc, l'inertie utérine, l'atonie utérine, on la retrouve lorsque on a une surdistension utérine aussi. Si tu as 2 ou bien 3 fœtus à l'intérieur de la cavité utérine, vous imaginez qu'on va avoir une surdistension utérine. C'est comme un ballon que tu vas gonfler jusqu'à ce que la fibre du ballon va être très étirée et va être vraiment fatiguée et ne va pas être performante. L'utérus peut être surdistendu lorsqu'on a plusieurs fœtus, ou bien lorsqu'on a un hydramnios, c'est-à-dire lorsqu'on a un liquide amniotique en excès. C'est les 2 étiologies de la surdistension utérine. La fibre musculaire, comme je vous l'ai dit déjà, elle peut être fatiguée si jamais on a un travail lent, ou bien si
on s'est trompé aussi. Ça s'appelle atonie utérine iatrogène. C'est qu'on peut donner des médicaments pour essayer d'accélérer le travail, et avec notre médicament, par exemple les ocytociques, le syntocinon, vous le connaissez, vous allez le voir au cours de vos stages. Donc, cette molécule, elle permet d'accélérer les contractions utérines en amplitude et en fréquence. Et en accélérant cette contraction utérine en amplitude et en fréquence, on peut risquer la fatigue rapide de cette fibre musculaire. Je vous donne aussi un deuxième exemple, et les exemples ne manquent pas. Par exemple, l'infection amniotique. Lorsque vous avez une infection amniotique, c'est que l'œuf est le meilleur milieu de culture. Ça, on le sait bien. Par exemple, Pasteur, lorsqu'il voulait cultiver une bactérie, il l'injectait avant dans un œuf de poule. Mais c'est un peu la même chose. L'œuf aussi humain, qui est la cavité amniotique, amnios et chorion, qui protège le liquide amniotique et le fœtus et ses annexes. C'est une cavité stérile. Imaginez que cette cavité est ouverte à l'occasion, par exemple, d'une rupture accidentelle de l'amnios et du chorion. Ça s'appelle rupture de la membrane amniotique. Et là, la cavité amniotique, l'œuf, il devient au contact avec le vagin et avec les infections vaginales, ou bien avec une infection apportée lors d'un toucher vaginal, par exemple. Alors, cette infection, elle va monter vers l'œuf et elle va être rapide et elle va être explosive. Et cette infection amniotique, qui peut être aussi notamment hématogène, on peut avoir une infection générale, et par voie hématogène, cette infection, elle passe aussi au placenta et ses annexes. Et cette infection amniotique, elle va donner une fatigue de la fibre musculaire. Donc, l'inertie utérine, l'atonie utérine est l'étiologie la plus fréquente de l'hémorragie du postpartum. Elle est là ou bien parce qu'il y a une surdistension utérine, plusieurs fœtus, 2 ou bien 3 ou bien plus, une rupture prématurée des membranes, un hydramnios, c'est-à-dire un excès de la quantité de liquide amniotique. C'est les deux causes de la surdistension utérine. La macrosomie aussi, c'est une cause de surdistension utérine. Mais aussi, il y a les infections amniotiques, le travail lent et les atonies utérines iatrogènes. Ils représentent une cause majeure d'atonie utérine. Et l'atonie utérine, c'est une cause majeure d'hémorragie du postpartum. Je passe à au deuxième point important pour garder l'hémostase, c'est la vacuité utérine. Alors qu'on peut avoir parfois une rétention utérine. Par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle un enchattonnement du placenta. C'est que tu vas avoir une rétraction utérine, un décollement total du placenta, mais les contractions utérines vont reprendre rapidement et le col va se fermer et le placenta est toujours là en intra-utérin. Alors là, c'est une rétention placentaire. Et ça ne va pas permettre à l'utérus de faire fonctionner son tonus et sa contracture. Il va toujours comprendre qu'il y a encore du placenta, donc il persiste à saigner, alors que le placenta est toujours décollé. Donc cet hématome rétroplacentaire physiologique, il continue, il consomme rapidement les facteurs de coagulation, et c'est rapidement l'état de choc et les troubles de l'hémostase qui vont être très dangereux, parce que les vaisseaux au niveau de l'utérus, ils sont gros comme ça, ils vont permettre un saignement important dans un laps de temps court, et il va y avoir un afflux rapide des médiateurs de la coagulation et des produits de la coagulation vers ces vaisseaux qui sont encore gros comme ça parce qu'il n'y a pas de contracture utérine, et on va les perdre rapidement. Rapidement, on va perdre tous les moyens de coagulation, et en absence d'apport extrinsèque de moyens de coagulation, le saignement va être très abondant, la patiente va mourir.
Donc, on peut avoir un enchâtonnement de tout le placenta ou bien une rétention d'une partie du placenta. Parfois, une partie du placenta reste à l'intérieur. Un petit cotylédon aberrant, ou bien le médecin, ou bien la sage-femme a fait une révision utérine, elle a ramené une partie du placenta et elle a oublié de vérifier qu'il y a une deuxième partie qui n'a pas été enlevée. Vous voyez, il y a, je vous cite aussi, à titre d'exemple, une pathologie qui devient de plus en plus fréquente actuellement, ça s'appelle le placenta accreta. Le placenta accreta, c'est un placenta maintenant qui envahit la musculeuse. Et c'est généralement à l'occasion de femmes qui ont fait une césarienne, par exemple, ou bien une manœuvre endo-utérine, un curetage, par exemple. Alors, c'est les micro-traumatismes, les micro-lésions myométriales, ou bien la cicatrice de la césarienne, qui est une cicatrice fibreuse, et c'est une zone fragile. Alors, le placenta, il ne va pas la reconnaître comme étant une barrière à ne pas franchir. Il va se développer dans cette cicatrice. Tu vas attendre après l'accouchement que le placenta sorte, et ça ne sort pas. Et si tu fais une révision utérine, c'est qu'on peut introduire une main gantée et on essaie de ramener le placenta. Et là, ça va être une déchirure de ce placenta qui envahit la musculeuse et un saignement terrible qui cause rapidement le décès de la patiente. Ça, je vous le cite à titre d'exemple. Vous n'êtes pas tenu d'apprendre ces notions, vous êtes tenu d'apprendre les différentes étiologies de l'hémorragie du postpartum. Donc, je vous cite tout ça à titre d'exemple pour que vous compreniez, mais je vais vous donner à chaque fois ce que vous devez apprendre, surtout pour votre examen et pour votre avenir aussi, comme médecin. Donc, ça, c'est la rétention placentaire. Dernière étiologie, c'est les déchirures du tractus génital, les ruptures utérines. On peut avoir une rupture utérine lorsque la fibre musculaire est fatiguée jusqu'à ce qu'elle se rend. Et c'est la rupture utérine qui donne rapidement un décès fœtal, une hémorragie interne qui est difficile parfois à diagnostiquer. Vous avez vu dans le cours des météorologies du troisième trimestre la rupture utérine. Il y a aussi les déchirures vaginales, les déchirures périnéales, les hématomes de l'épisiotomie. C'est des traumatismes qui peuvent donner donc une hémorragie du postpartum. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai exposé la définition de l'hémorragie du postpartum, la physiologie qui va donner justement l'absence de survenue de l'hémorragie, et par conséquent, on a dégagé les étiologies possibles. Donc ce tableau, il récapitule un peu. Vous voyez ici l'anomalie des contractions utérines, donc du tonus, qui donne l'atonie utérine. Vous voyez les processus étiologiques possibles. Vous avez la surdistension utérine en cas de hydramnios, grossesse multiple ou macrosomie. L'épuisement musculaire utérin, lorsqu'on a un travail prolongé surtout, mais aussi s'il y a un travail rapide ou bien une grande multiparité. Si on a une infection amniotique, là, en cas de rupture des membranes ou bien d'une infection générale, vous voyez, c'est les étiologies qu'il faut connaître, bien sûr. Deuxième possibilité, la rétention d'un produit de conception, et c'est ou bien l'enchâtonnement, ou bien le placenta accreta, ou bien une rétention d'un cotylédon, un placenta incomplet. Voilà. Troisième possibilité, les traumatismes, les déchirures vaginales, les déchirures du périnée, les ruptures utérines, etc. On n'est pas tenu de tout apprendre là. Hein. Il faut comprendre surtout les causes les plus importantes. Et les anomalies de la coagulation, quatrièmement. Les anomalies de la coagulation, vous savez qu'il y a des femmes qui ont des troubles innés, congénitaux de la coagulation et de l'hémostase. Mais il y a aussi certaines femmes qui développent des troubles acquis au cours de la grossesse, surtout avec certaines maladies immunitaires. Il y a aussi le cas particulier de la mort fœtale in utero. Lorsque
la femme a une mort fœtale in utero, elle risque toujours des troubles de la coagulation. Donc, les troubles de la coagulation, il faut toujours essayer de les chercher, de les détecter par l'interrogatoire, par l'examen clinique, par le bilan biologique. Ceci étant dit, on va passer à la conduite à tenir. Donc, pour la conduite à tenir, il y a deux volets, un volet préventif et un volet curatif. Pour le volet préventif, donc, vous devez comprendre tout simplement qu'il vaut mieux éviter toutes les étiologies possibles. Il faut que l'accouchement soit médicalisé. Il faut que ça se passe donc, sous les yeux de structures de santé capables de gérer un accouchement normal, mais aussi capables de gérer les complications possibles de cette hémorragie. Il faut prévenir toutes les maladies associées à la grossesse qui peuvent donner, par exemple, une anémie, traiter les maladies cardiovasculaires à temps, essayer de prévenir les grossesses multiples. Par exemple, actuellement, depuis l'avènement de l'assistance médicale à la procréation, initialement, on a eu des complications de cette assistance médicale à la procréation parce que des médecins mettaient plus qu'un embryon, 2 embryons, 3 embryons, et parfois plus avant l'avènement de la congélation embryonnaire. Et on a eu des accidents de cette surdistension utérine provoquée par l'assistance médicale à la procréation qui a donné des ruptures utérines, des inerties, des atonies utérines et des hémorragies de la délivrance. La prévention passe aussi par le respect des phases de l'accouchement, par le parthogramme qui est bien suivi, bien écrit, par le fait de ne pas accepter un travail si on a une surdistension utérine, si on a une macrosomie fœtale, si on a une disproportion fœto-pelvienne. Voilà que c'est une question de bon sens. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce volet, mais qui est très important. Vous allez le retrouver bien écrit sur votre document et vous allez le comprendre parce que les éléments de prévention se dégagent des étiologies qu'on a vues et de la physiologie qu'on a vue. Je vais juste m'attarder sur la délivrance dirigée. La délivrance dirigée, voilà, c'est le fait de donner 5 à 10 unités de cytocique, de syntocinon, lors du dégagement de l'épaule antérieure de l'enfant qui naît. Parce qu'avec ces 5 ou 10 unités de synto, en IV lente ou bien en IM, vous allez permettre d'accélérer le décollement placentaire et par conséquent, vous allez accélérer le phénomène de la délivrance. Et comme ça, vous allez diminuer le temps du saignement physiologique et accélérer et potentialiser la compétence de la fibre musculaire lisse utérine à travailler. Donc, la prévention se base sur l'éviction de tout phénomène qui peut aggraver une hémorragie chez la femme depuis l'enfance, depuis la prévention de l'anémie chez les jeunes filles, etc. Primo. Secondo, le respect de l'accouchement et des règles de l'accouchement et des contre-indications de l'accouchement normal en général. Troisièmement, la délivrance dirigée. Quatrièmement, détecter à temps et diagnostiquer à temps l'hémorragie du postpartum. Comment on pourra diagnostiquer? Vous voyez, dans cette photo, il y a un sac collecteur que l'accoucheur a mis entre la patiente et la table d'accouchement. Et c'est en estimant un peu la quantité de sang que tu vas pouvoir faire le diagnostic de l'hémorragie. Mais vous imaginez que cette technique, elle est difficile à faire parce qu'il n'y a pas que le sang qui va chuter dans ce sac collecteur, il y a aussi
le liquide amniotique, mais aussi le placenta, mais aussi les compresses et les champs que tu as utilisés lors de la réparation, par exemple, de l'épisiotomie. Donc, on essaiera de le faire, on essaiera de l'estimer, mais il y a aussi l'estimation visuelle, le bon sens du clinicien, le bon sens de l'accoucheur. Il y a aussi l'automatisme de la mesure de la tension artérielle et du pouls. Tous les 15 minutes, obligatoirement, durant les 2 heures qui suivent l'accouchement, parce que c'est les 2 heures les plus difficiles. Donc, je récapitule les choses à apprendre. Si vous pouvez prendre des notes, il vaut mieux le faire, je pense. Donc, la définition de l'hémorragie du postpartum, c'est un saignement qui dépasse 500 millilitres qui survient dans les 48 heures qui suivent l'accouchement et qui prend naissance du tractus génital. C'est la définition que je veux que vous appreniez. Cette hémorragie elle peut être dite précoce si elle survient dans les 24 premières heures et elle est dite tardive si elle survient dans les 40 jours qui suivent l'accouchement, parce qu'elle peut survenir même tardivement. Deuxième chose à apprendre, c'est les étiologies de l'hémorragie du postpartum. Les 4 étiologies qui résument un peu les 4 points phares de l'hémorragie, c'est que quand la fibre musculaire est fatiguée, ça s'appelle atonie utérine ou bien inertie utérine. Quand il y a une anomalie de l'hémostase, quand il y a une rupture ou bien une déchirure anatomique, et quand il y a une absence de vacuité utérine. Et de ces 4 grands volets, vous pouvez dégager toutes les étiologies et tous les facteurs de risque. Ça se dégage d'une manière spontanée, je pense. L'inertie utérine, elle est là s'il y a une surdistension utérine, s'il y a une fatigue de la fibre musculaire, s'il y a une faute technique de surmédicalisation et de surutilisation des ocytociques. Les troubles de la coagulation, ils peuvent être innés comme ils peuvent être donc acquis au cours de la grossesse. La rupture utérine, la déchirure vaginale, l'hématome de l'épisiotomie, c'est les causes traumatiques. Et le placenta accréta, l'enchattonnement placentaire et la rétention placentaire, c'est les causes d'absence de vacuité utérine. La prévention, ça se base sur toute la prévention, avant même que la dame soit enceinte, de toutes les maladies qui peuvent aggraver une situation hémorragique, notamment la prévention de l'anémie, par exemple. Donc, le respect de toutes les règles de l'accouchement et le diagnostic précoce. Le diagnostic se base sur la quantification du saignement, sur le bon sens du clinicien de l'accoucheur, sur la mesure systématique de la tension et de pouls, tout de suite, après l'accouchement, d'une manière régulière, automatique, quelle que soit la situation. Tous les 15 minutes, on va mesurer la tension artérielle, le pouls, estimer la tonicité du globe utérin, estimer la quantité de sang perdu, toutes les 15 minutes, pendant les 2 premières heures. Et puis, cette surveillance, elle va être modulée en fonction du contexte pendant les 24 à 48 premières heures. Donc, par exemple, dans l'examen, on pourra vous donner un cas clinique. Et le cas clinique, il peut être comme suit. Il y a une patiente qui consulte votre maternité pour accouchement. La dame accouche, donc quand elle vous a consulté, elle était enceinte à 39 semaines d'aménorrhée, par exemple. Vous avez mesuré la tension artérielle, elle était à 12,8, elle avait un pouls à
80 battements par minute. Elle présentait des contractions utérines régulières toutes les 15 minutes avec une bonne intensité. Le rythme cardiaque fœtal était normal. Vous avez estimé le poids fœtal à 3,8 kg, par exemple. Un fœtus unique en présentation céphalique de sommet. Le travail était lent et ça a évolué avec un rythme de 1 cm toutes les 3 heures, par exemple. La dame accouche en présence du médecin et de la sage-femme d'un nouveau-né de sexe masculin pesant 4 kg, par exemple, 400. Maintenant, vous voyez qu'il y a une différence entre le poids estimé et le poids réel lors de l'accouchement. Deux heures après l'accouchement, la sage-femme vous appelle pour vous dire que la dame présente une hémorragie du postpartum. Vous constatez un grand saignement au niveau de la table d'accouchement. Vous constatez qu'il y a 1 litre de sang dans le sac collecteur. Et vous constatez que la dame présente une tension artérielle à 8,7, 8,5, 8,4, je ne sais pas, par exemple. Et un pouls à 120 battements par minute. Je pourrais, pour ce cas clinique, ajouter initialement, par exemple, que la dame est multipare, que la dame présente un diabète gestationnel, que la dame, au cours de son accouchement, a fait une fièvre, par exemple, ou bien elle est porteuse d'une grossesse gemellaire. Alors, première question, je pourrais poser la question, dégager les facteurs de risque de l'hémorragie du postpartum chez cette femme. Là, vous allez constater qu'il y a un macrosome, ou bien que le travail était lent, ou bien, vous voyez, là, c'est là où on va essayer de dégager surtout les facteurs de risque. On pourra discuter dans une deuxième question les étiologies possibles de cette hémorragie. Là, on pourra évoquer une atonie utérine parce que vous avez constaté que le bébé était macrosome. Vous pouvez aussi évoquer la rupture utérine parce que le bébé était macrosome aussi, parce que le travail était lent. Et troisième question que je pourrais poser, par exemple, on pourra donner une question. La première question, donc, définissez, par exemple, l'entité que présente cette patiente. Vous allez dire que c'est une hémorragie du postpartum. Deuxième question, on pourra dire quels sont les facteurs de risque de l'hémorragie du postpartum chez cette patiente. La macrosomie, l'infection amniotique, la surdistension utérine, le travail lent, c'est les. Troisième question peut être quelles sont les étiologies possibles de cette hémorragie du postpartum. On pourra évoquer donc l'inertie utérine, l'atonie utérine. On pourra évoquer en deuxième intention, par exemple, la rupture utérine. Les autres diagnostics ne peuvent pas être éliminés, comme les maladies de l'hémostase ou bien la rétention utérine. Alors, la prochaine question, ça va être quelle sera votre prise en charge. Et là, la prise en charge, ça va me donner la possibilité de passer avec vous au volet prise en charge. La prise en charge devant une hémorragie du postpartum, là, on a diagnostiqué une hémorragie du postpartum. On a un pronostic vital de décès de la patiente, carrément. Donc, il y a un bilan de gravité initiale qu'il faut faire, n'est-ce pas? Un bilan de gravité initiale. Deuxièmement, on va agir. On va faire une réanimation, on va installer une réanimation de la patiente. Mais aussi, on va essayer de faire l'enquête étiologique, parce que vous voyez qu'on a pensé à une rupture utérine pour notre patiente, on a pensé à une infection amniotique, à une atonie utérine, mais on n'a pas pu éliminer aussi une rupture, une déchirure vaginale. Donc, il faut faire le diagnostic étiologique et il faut traiter. Bilan de gravité, réanimation, bilan étiologique et traitement. C'est les 4 piliers de la prise en charge.
comme réponse à cette question, on va dire que on va installer une réanimation, on va faire un bilan de gravité initiale, on va faire le bilan étiologique et on va commencer le traitement. Ces 4 piliers de l'action thérapeutique vont être faits immédiatement, mais en parallèle. En parallèle. Pour la clarté de l'exposé, on va les citer successivement, mais dans la réalité, dans la vraie vie, ça va être en parallèle. Et même pour votre réponse à la question qui pourra être posée, vous allez dire que ces 4 actions vont être faites en parallèle. Et pour la clarté de l'exposé, je vais vous les citer successivement. Donc, pour cela, on va appeler immédiatement tous les intervenants. Tous les intervenants vont être appelés immédiatement parce qu'il y a un organigramme de prise en charge qui est affiché. Tout le monde connaît cet organigramme de prise en charge. Le facteur temps est essentiel. On doit être rapide. Notre action doit être coordonnée. Chacun sait ce qu'il doit faire d'emblée parce qu'on a déjà travaillé sur des modèles à blanc, etc., avant de passer et travailler d'une manière maintenant sur une patiente, une vraie patiente. Donc, je vais citer moi-même les 4 piliers d'une manière séparée pour justement la clarté de mon exposé moi aussi. Pardon. Je m'excuse. Donc, pour le bilan de gravité initiale, là, c'est clair qu'un monitorage des constantes hémodynamiques, un bilan sanguin pour évaluer l'hémostase, pour faire de l'anaphyse, la numération formule sanguine, pour évaluer la fonction rénale, hépatique de la patiente d'une manière régulière. Ça va être bien sûr demandé. On va pouvoir, avec le réanimateur, demander peut-être plusieurs bilans, mesurer la tension artérielle d'une manière continue, mesurer le pouls d'une manière continue, la saturation d'oxygène, peut-être demander d'autres bilans, etc. Ça s'appelle faire le bilan de gravité initiale. Ça va nous donner une idée sur la gravité de la situation. La réanimation aussi, deuxièmement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va conditionner la patiente, on va l'amener immédiatement au bloc opératoire. Et même lorsqu'elle est déplacée, on va essayer de la réanimer. Donc, comment on va faire? On va mettre 2 voies d'abord de bon calibre, une sonde vésicale pour le monitorage de la diurèse, mettre les scopes, mettre le nécessaire. On peut même s'aider parfois un abord veineux central, fémoral par exemple, idéalement, parce que c'est un contexte peut-être de trouble d'hémostase, donc un abord jugulaire peut être risqué s'il y a un trouble de l'hémostase aussi. Ça va donner parfois un hématome jugulaire qui va gêner une intubation trachéale, par exemple, pour la respiration artificielle et pour la réanimation. Donc, conditionnement, réanimation et bilan de gravité initiale, tout le monde est en train de le faire. Sage-femme, infirmière, ouvrière, les réanimateurs, ils sont là, le service d'anesthésie, il est là, les gynécologues, les obstétriciens, ils sont là. Tout le monde va apporter son plus et ses connaissances pour essayer de gérer cette situation gravissime. Donc, bilan de gravité initiale, conditionnement et réanimation. Et puis, bilan étiologique. Comment on va faire le bilan étiologique? Le bilan étiologique se base surtout sur la clinique. Le bilan étiologique, avec la main gauche, tu vas essayer de la mettre sur le ventre de la dame, sur l'hypogastre, et là, tu vas évaluer avec la paume de ta main, tu vas évaluer la tonicité du globe utérin. Et si le globe, il est mou, c'est que tu es dans le contexte d'inertie utérine. Là, tu as fait avec un geste,
tu as fait le diagnostic de l'inertie utérine. La main droite, elle est gantée. Tu prends un gant, un grand gant, et tu le mets dans la main. Tu te fais habiller avec un gant, la main et l'avant-bras. Cette main gantée va être bétadinée et on va pénétrer la main dans la filière génitale et dans la cavité utérine. Et avec la main droite dans la cavité utérine et la main gauche au niveau de l'hypogastre, tu vas faire un palpé combiné et tu vas, la main droite, elle est dans la cavité utérine. Là, on va essayer de chercher une rupture utérine. Et là, si on trouve une rupture utérine avec la main droite dans la cavité utérine, on va faire le diagnostic de cette rupture utérine. Et si on trouve un cotylédon aberrant ou bien un bout de placenta, on va le ramener carrément. Vous voyez ici, c'est le diagnostic avec le traitement. Avec la main gauche, s'il y a une inertie utérine, on va faire un massage utérin. Le massage du globe utérin, s'il y a une inertie, ça va aider carrément au traitement. Vous voyez que bilan de gravité, réanimation, bilan étiologique et traitement, ils sont carrément combinés. Ça se fait en même temps, on ne le fait pas d'une manière successive. Si tu arrives à vider l'utérus avec la main droite, tu as traité carrément une des étiologies qui est la rétention placentaire. Si tu masses l'utérus avec ta main gauche et tu arrives à redresser l'utérus et à le stimuler de nouveau, bien sûr, ça va être avec les médicaments. Mais même avec le massage, on peut obtenir un résultat. Donc, vous voyez que le volet obstétrical, clinique, il permet de dégager les étiologies. Et après, on va faire l'examen vaginal souvent. Est-ce que vous m'écoutez, madame? Docteur, Oui? on n'arrive pas à voir les diapos, bloqué le diagnostic. Oui, je ne suis pas en train d'avancer avec les D'accord. Oui, S'il te oui. plaît, question. Est-ce que vous permettez, monsieur, je termine et puis je vous donne la possibilité de poser des questions, si vous pouvez l'écrire sur un papier, et je vous promets que je répondrai en fin de... Je préfère comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? D'accord, d'accord. D'accord, merci. Alors, quand on termine, donc voilà, j'ai fait l'examen avec la main, j'ai dégagé quelques étiologies. Les étiologies que je dégage par la révision utérine, c'est la rupture utérine et la présence de débris placentaires, de cotylédon, donc l'absence de vacuité utérine. Je pourrais carrément traiter en ramenant avec moi les débris placentaires. Et puis, on fait l'examen vaginal sous valve. Donc, c'est des valves métalliques qu'on met dans le vagin et on surélève un peu la paroi vaginale antérieure et on fait une pression sur la paroi vaginale postérieure et comme ça, on va regarder le vagin, le cylindre virtuel, la cavité virtuelle vaginale. On va essayer de l'agrandir un peu pour regarder le col utérin. Est-ce qu'il y a des déchirures cervicales? Est-ce qu'il y a des déchirures au niveau du cul-de-sac vaginaux? Et est-ce qu'il y a des déchirures vaginales? Et on va examiner aussi par un toucher rectal associé à un toucher vaginal. On va essayer de préciser s'il y a un hématome à l'intérieur, par exemple, de ce faisceau pubo-rectal qui est coupé lors de l'épisiotomie, ou bien parfois il y a un vaisseau qui se rend comme ça dans le périnée. On va trouver, on va palper l'hématome, ou bien est-ce qu'il y a une déchirure entre de la cloison recto-vaginale. Donc, à la fin de cet examen, ça y est, on a fait le diagnostic. S'il s'agit d'une rétention placentaire, on a évacué la rétention. S'il s'agit d'une inertie utérine, on a commencé le massage et on a commencé à mettre des médicaments qui vont traiter cette inertie utérine. Et s'il s'agit d'une rupture utérine ou bien d'une déchirure vaginale, on va aller la réparer. Donc, le volet traitement, il a déjà commencé. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques? Maintenant, je vais exposer les moyens thérapeutiques. Donc, je vais avancer un peu avec les diapos. Voilà. Je vais avancer à ce que on retrouve
un truc intéressant pour notre exposé. Vous voyez cette main gantée, vous voyez avec la main gauche, le médecin, il essaie de faire une pression sur le fond utérin et avec la main droite, il essaie de comprimer l'utérus entre les deux mains. Il fait comme si il mime la contracture utérine physiologique. Il est en train de comprimer les vaisseaux entre les filets musculaires de l'utérus. Alors, maintenant, on va voir les moyens médicamenteux, thérapeutiques. Il y a des moyens médicamenteux, il y a des moyens chirurgicaux, il y a des moyens de radiologie interventionnelle. Alors, les moyens médicamenteux, c'est des moyens qui vont essayer d'aider la fibre musculaire à fonctionner. Et c'est le rôle du syntocinon. C'est une molécule utérotonique. C'est qu'elle va accélérer, aider la fibre musculaire à fonctionner. Il y a d'autres médicaments comme le Nalador. Le Nalador, c'est le sulprostone. C'est un médicament à base de prostaglandine et c'est un utérotonique fort. On le donne en deuxième intention après les ocytociques. Il y a aussi des médicaments comme l'acide tranexamique, c'est un antifibrinolytique, c'est un médicament qui diminue la fibrinolyse, donc il aide à la coagulation. Il y a ce moyen aussi, ça s'appelle le tamponnement intra-utérin. Ça, vous voyez, c'est un ballonnet qu'on met dans l'utérus et qu'on gonfle, et comme ça, il va faire une pression intra-utérine, et ça va aider la fibre musculaire lisse à comprimer en dehors la fibre musculaire lisse et en dedans le ballonnet. Ensemble, ils vont comprimer les vaisseaux et diminuer le saignement. Ça s'appelle ballonnet de Bakri. Il y a aussi l'embolisation artérielle. C'est la radiologie interventionnelle. Et ça nous aide beaucoup à trouver des solutions à l'inertie utérine. C'est quoi l'embolisation? C'est le radiologue qui va être sur place avec nous à la salle obstétricale du bloc opératoire. Bien sûr, il doit avoir un plateau technique mobilisable immédiatement lors des hémorragies qui peuvent survenir à chaque moment, la nuit par exemple, ou bien le matin, ou bien tout au long de la journée. Donc, c'est des gestes qui se font en urgence, ils doivent être rapidement mobilisables. Ce n'est pas un geste qui se fait à froid d'une manière programmée. Alors, c'est par cathétérisme que le radiologue va essayer d'emboliser, par exemple, les artères utérines. Et quand tu embolises les artères utérines avec une colle résorbable, tu vas diminuer l'apport de sang vers l'utérus. Ça va diminuer de 80%. Et cet apport de sang, quand il est diminué, il va, par conséquent, vous le comprenez très bien, diminuer le saignement. Ça ne va pas donner une nécrose utérine parce que l'utérus, il est vascularisé par plusieurs sources, notamment, par exemple, l'artère ovarique médiale et latérale, l'artère tubaire médiale et latérale, des artères fessières qui peuvent alimenter vers, etc., le col et le vagin et la vessie. Il y a plusieurs connexions vasculaires qui fait que même si tu fermes les artères utérines ou bien les branches antérieures des artères iliaques internes, hypogastriques, tu vas avoir une réduction nette du flux sanguin vers la cavité utérine et tu vas permettre à la femme d'attendre un peu l'apport des facteurs de coagulation qui vont l'aider à faire l'hémostase. Il y a aussi la chirurgie maintenant, ou bien conservatrice, ou bien radicale. La chirurgie conservatrice, c'est quoi? C'est le fait d'essayer de conserver l'utérus, justement. La chirurgie radicale, c'est le fait d'aller enlever cet utérus. Une femme, imaginez une femme qui saigne beaucoup, cette femme va mourir, tu n'arrives pas à faire le traitement
adéquat rapidement, elle est en train de saigner, et là, tu vas enlever l'utérus, et tu vas enlever par conséquent la source du saignement pour essayer de sauver la vie de la femme. La chirurgie conservatrice, c'est une chirurgie qui vise à conserver l'utérus. Il y a plusieurs techniques de chirurgie conservatrice. Je les cite à titre d'exemple. Par exemple, ce que va essayer de faire le radiologue par radiologie interventionnelle, en absence de radiologue qui peut le faire ou bien d'un plateau technique mobilisable, on peut faire une laparotomie et on va aller fermer les vaisseaux par un fil résorbable. Donc, on ferme les vaisseaux, par exemple les artères utérines ou bien les branches antérieures des artères iliaques internes par un fil résorbable. Comme ça, on va diminuer l'apport de sang vers l'utérus et on va diminuer les à-coups systoliques et on va permettre à l'hémostase physiologique de fonctionner. Tout ça, ce n'est pas important de l'apprendre. Je vous le cite comme ça pour comprendre un peu comment ça se passe et pour connaître un peu qu'il y a plusieurs moyens thérapeutiques, médicamenteux, des moyens de radiologie interventionnelle, des moyens chirurgicaux. Et la chirurgie peut être conservatrice, mais dans certains cas extrêmes, peut être carrément radicale. Et il faut sauver la vie de la patiente, il ne faut pas jouer avec la vie de la patiente. Parfois, on est amené carrément à enlever l'utérus pour essayer de sauver la patiente. Donc, on n'est pas tenu d'apprendre exactement tous les moyens de thérapeutique, non? Pour notre cas clinique, donc on a dit que on a donné un cas clinique, il y avait une patiente avec des facteurs de risque, avec des étiologies possibles d'hémorragie du postpartum. On connaît notre définition, donc on peut donner l'entité, on peut dire qu'on est dans un cadre d'hémorragie du postpartum. On peut dégager, à la suite de ce qu'on a vu ensemble, les facteurs de risque possibles de cette hémorragie du postpartum. On peut carrément suspecter certaines étiologies, vu qu'on a vu qu'il s'agit d'une infection amniotique, ou bien il s'agit d'un macrosome, ou bien d'un utérus surdistendu, ou bien si je vous dis que cette jeune dame qui accouche a une maladie, par exemple, hématologique, un déficit en facteurs de coagulation, etc., là, tu vas soupçonner dans l'enquête étiologique, les troubles de l'hémostase, les troubles de la coagulation. Mais tu vas me dire que non, je ne pourrais pas vous définir réellement la vraie étiologie parce qu'il me faut un bilan étiologique plus exhaustif et plus complet que ce que vous m'avez donné dans votre cas clinique. Et quand je vous pose la question sur l'attitude à entreprendre la prise en charge thérapeutique, là, vous allez répondre s'il s'agit d'un cas clinique et vous allez travailler comme ça s'il s'agit d'une patiente réelle devant vous, que la prise en charge, elle doit être rapide. Là, vous pouvez carrément écrire, la prise en charge doit être rapide, chronométrée. On va appeler tous les intervenants. On va mettre la patiente sans retard au bloc opératoire. Mais on va faire aussi un bilan de gravité initial. On va faire un bilan étiologique. Et on va commencer sans retard notre prise en charge thérapeutique. Tout cela va être fait en parallèle. Mais pour la clarté de l'exposé, je vais vous les citer de manière successive. Ça fait partie de votre réponse. Pour le bilan de gravité, je détaille, donc j'écris 1 bilan de gravité, 2 bilans étiologiques, 2 réanimations, 3 bilans étiologiques et 4 prises en charge thérapeutiques. Et je détaille le 1 en disant que le bilan de gravité, il est clinique et il est biologique, n'est-ce pas? 2, la réanimation, 2 points, c'est un conditionnement, une mise de la patiente au bloc opératoire, un monitorage continu des constantes hémodynamiques et un bilan biologique
à faire avec une fréquence à évaluer en fonction du contexte et de l'état de la patiente. 3. Le bilan étiologique. C'est un examen gynécologique. Petit a, on estime la tonicité du globe utérin. Petit b, on fait une révision utérine. Ça s'appelle révision utérine, le fait de mettre une main gantée dans la cavité utérine. Et ça a pour but de vérifier la vacuité et l'intégrité utérine. Voilà. Et on fera un examen vaginal et cervical et périnéal sous valve. Ça s'appelle comme ça, examen sous valve. À l'issue de cet examen obstétrical, on fera le bilan étiologique et on commencera le volet thérapeutique. Donc, quatrièmement, le volet thérapeutique, on peut détailler les choses comme ça. S'il s'agit d'une rétention, je ramène et j'assure la vacuité utérine. S'il s'agit d'une inertie, je traite l'inertie utérine par le massage utérin, mais aussi par les moyens médicamenteux, voilà, sans les citer. S'il s'agit d'une rupture utérine, d'une déchirure ou d'une lésion traumatique, on va la réparer. Le volet thérapeutique peut être aidé par la radiologie interventionnelle et ou par des actes de chirurgie qui peuvent être conservatrices et qui peuvent même être radicaux, notamment l'hystérectomie d'hémostase. Ceci va être en fonction du bilan de gravité de la patiente. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va répondre à notre cas clinique, qui est souvent posé de cette manière lors des examens, et c'est comme ça qu'on va essayer de travailler réellement lorsqu'on est devant un cas d'hémorragie du postpartum. Comme ça, j'aurai fini l'exposé que je voulais vous donner. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et si vous voulez que je répète brièvement les choses à apprendre pour que vous les écrivez, vous pouvez le faire. Sinon, je ne sais pas si vous avez un enregistrement de ce que je viens de dire. Donc, c'est permis de poser des questions, si vous voulez. Monsieur, vous aviez une question tout à l'heure? Oui, monsieur, comme ça, est-ce que la révision utérine systématique, voilà, c'est bon. Attends, tu me donnes. Là, elle n'est pas systématique. Non, Non, la révision utérine n'est pas systématique. Maintenant, la révision utérine, on l'a fait si tu poses le diagnostic d'une hémorragie du postpartum. Ça, c'est à ton niveau maintenant pour ce que je viens de vous enseigner. À un niveau plus spécialisé, je vous réponds quand même, lorsqu'on est devant des facteurs de risque d'hémorragie du postpartum, on est tenu de faire une révision utérine. Par exemple, si vous avez une patiente porteuse d'un utérus cicatriciel, par exemple, un utérus cicatriciel, la cicatrice, l'ancienne cicatrice, elle pourra se rompre, n'est-ce pas? Puisque c'est une zone de faiblesse. À l'occasion de l'accouchement, même si la patiente ne présente pas d'hémorragie, on est tenu de faire une révision utérine. Ça, ce n'est pas admis par tout le monde, en plus. Hein. Il y a des équipes qui ne le recommandent pas, il y a d'autres équipes qui le recommandent, mais nous, on le fait parce qu'on est en train de suivre des recommandations qui poussent à le faire. Si tu as une surdistension utérine, une macrosomie, une infection materno-fœtale, donc tous les facteurs de risque de l'hémorragie te poussent à faire une révision utérine systématique. Mais pour notre cours, pour notre entité, pour votre examen, pour votre attitude comme médecin de famille ou bien comme médecin spécialiste d'une deuxième spécialité, vous allez apprendre que la révision utérine elle est indiquée lorsque tu poses le diagnostic de l'hémorragie du postpartum. D'accord? d'accord, merci. Ça fait partie du bilan étiologique. Voilà, merci monsieur. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Monsieur, Oui, madame. Monsieur, selon les étiologies, nous نقولوا إنه le taux d'hémorragie du postpartum أكثر في l'accouchement par voie basse من la césarienne. Non, ce n'est pas vrai. Non, le taux de l'hémorragie du postpartum, L'atonie utérine ou la déchirure ou quoi, on les voit fréquemment في la voie basse.
oui, vous avez raison. Donc, si on ne fait pas correctement notre travail, hein, donc, justement, le taux d'hémorragie va être plus élevé lorsque la femme accouche par voie basse. Si on ne fait pas correctement notre travail, si on ne respecte pas le partogramme, si on n'indique pas la césarienne à temps, mais si on fait correctement notre travail, l'accouchement par voie basse est meilleur. Parce que je vous ai exposé tout à l'heure un exemple du placenta accreta. Le placenta accreta, c'est un placenta qui envahit la cicatrice de la césarienne, n'est-ce pas? Donc, la première césarienne peut-être va éviter l'hémorragie à la dame, mais la deuxième césarienne peut être mortelle, le deuxième accouchement, n'est-ce pas? Parce que lors de la deuxième grossesse, le placenta peut envahir la cicatrice de la césarienne et va donner une maladie terrible, très difficile à traiter, hein, et qui donne une hémorragie, crois-moi, cataclysmique, très importante. Donc la césarienne, ce n'est pas une solution, justement. Ce que vous venez de dire suscite beaucoup de... C'est une très bonne réflexion qui suscite beaucoup de discussions même entre les spécialistes. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que la césarienne, ça va sauver la femme de l'hémorragie, alors qu'on est en train de voir maintenant une explosion de cette entité qui s'appelle placenta accreta. Quand j'étais étudiant comme vous, madame, donc en 5e année, parce que j'ai fait mes études à Tunis, et à Tunis, on faisait la gynécologie en 5e année. Mes professeurs ne nous ont pas enseigné le placenta accreta. Ils n'ont même pas cité l'étiologie comme un exemple dans le cours. Quand j'étais résident, durant les 4 années de ma résidence, je n'ai jamais vu un seul placenta accreta. Maintenant, dans le service, on est en train d'opérer par an 40 à 50 placenta accreta par an. Et ceci est dû justement à l'augmentation du taux de césarienne. Donc finalement, la césarienne, d'une manière indirecte, a augmenté la fréquence de l'hémorragie du postpartum. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez écouté? Oui. Oui. Donc, voilà, votre réponse est très intelligente. Et ma réponse, c'est que non. Une césarienne mal faite donne aussi une hémorragie de la délivrance. Je vous ai un peu épargné une définition de l'hémorragie du postpartum pour les femmes césarisées. C'est que lorsqu'on fait une césarienne, on définit l'hémorragie à partir de 1 litre de sang et pas de 500 millilitres de sang. Est-ce que vous le savez, ça? Non. Parce que la césarienne saigne plus que l'accouchement par voie basse. Donc la césarienne, elle est en train de donner une hémorragie du postpartum. Et c'est pour ça qu'on a élevé la quantité de sang nécessaire pour définir l'hémorragie du postpartum à 1 litre. Donc une femme, lorsque tu opères une césarienne et lorsque tu sors pour les parents et pour leur dire que la césarienne était magnifique, il n'y a rien du tout, c'est que la dame a saigné presque 1 litre. 1 litre de sang, c'est beaucoup, c'est le 1/5 de sang de la patiente. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Monsieur? Oui, docteur. Monsieur, quelles sont les étiologies à suspecter devant une femme qui a présenté une hémorragie du postpartum 12 heures après son accouchement? 2 heures? 12. 12 heures? Oui. C'est les mêmes étiologies. Même l'atonie et tout? Elle peut, oui, même l'atonie, elle peut. C'est surtout l'atonie, justement. Plus tu t'éloignes de l'accouchement, mais il faut s'éloigner en nombre de jours et pas en nombre d'heures. Pour changer la manière avec laquelle tu vas réfléchir pour les étiologies, il faut s'éloigner en nombre de jours. Plus tu t'éloignes en nombre de jours, et plus c'est l'infection puerpérale. C'est l'infection du postpartum. C'est l'infection endométriale du postpartum. L'infection, elle donne les hémorragies tardives de 10 jours, 15 jours, 20 jours après l'accouchement. Pour les hémorragies
de 12 heures après l'accouchement, c'est généralement des hémorragies diagnostiquées tardivement. Donc, je dirais dans 99% des cas, c'est une femme qui saigne depuis l'accouchement, mais tu ne t'es pas rendu compte. C'est généralement les hématomes du périnée. Généralement, c'est les hématomes du périnée. Généralement, les gens font le diagnostic le lendemain. À la sortie de la patiente, lorsqu'il fera un toucher vaginal, il retrouve un grand hématome périnéal qui gêne même le toucher vaginal. Et puis, pour les 12 heures comme ça, après l'accouchement, c'est généralement une hémorragie due à une rupture utérine non diagnostiquée. Et c'est 10 à 12 heures après l'accouchement que la femme va être très très pâle. Et le médecin qui fait la surveillance, ou bien l'infirmière qui fait la surveillance, elle va retrouver une tachycardie, un état de choc, etc. Ils sont rares les survenues tardives de l'hémorragie. Mais s'il y a réellement, je dirais, le 1 à 2% d'hémorragies qui sont survenues tardivement, comme vous le pensez, c'est généralement les inerties. C'est un utérus qui tient le coup, puis il se relâche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, doctora. معناها essentiellement في l'hémorragie du postpartum tardive يكونوا les infections ou l'inertie utérine. Les tardives, يعني quelques jours après l'accouchement. Tardif, احنا قلنا par définition dans les 40 jours qui suivent l'accouchement. C'est généralement les infections et pas les inerties, non. C'est généralement les infections. Mais ils sont rares, hein, ils ne sont pas fréquentes. Donc, on le voit dans notre pratique une fois tous les 2 à 3 ans. Donc, ce n'est pas un truc fréquent, mais c'est hyper connu, même dans la culture de notre pays. Il y a حتى أمثال شعبية، ما نعرفش كان تعرفوهم. أمثال شعبية تاع 40 يوم، les 40 premiers jours. يعرفوا النساء يقولوا لبعضهم ثم مثل malheureusement je ne veux pas le citer parce qu'il est très dur. Mais هو مثل شعبي معروف حتى avec nos patientes ils le disent. Est-ce que je le dis حسب رأيكم؟ يقولوا المرأة هذا نعشها على كتفها حتى ال 40. لطف إن شاء الله النساء كل لاباس. Mais مثل تونسي قديم هذا معروف، ما نعرفش انتم si vous le connaissez. C'est que les gens ont vu des femmes mourir dans les 40 jours qui suivent l'accouchement avant. فهمت؟ مادام المثل هذا قعد في الراسخ في الثقافة التونسية، c'est que les gens ils l'ont bien vu avant que la femme peut mourir dans les 40 jours qui suivent l'accouchement. Donc c'est généralement les infections purpurales à mon avis, hein, qui donnent une hémorragie tardive. Pour les hémorragies du postpartum des 48 premières heures, c'est généralement l'atonie utérine. Et c'est généralement une hémorragie continue depuis l'accouchement, mais c'est l'équipe qui ne s'est pas rendu compte. Et même sur le plan jugement, tu vas être toujours jugé comme ça. Donc, si tu fais le diagnostic de l'hémorragie 12 heures après l'accouchement, c'est que tu as fait un retard de 12 heures. Hein? Il y a un retard de prise en charge. Ça va être jugé comme ça. Donc, tu considères toute hémorragie du postpartum en train d'évoluer depuis l'accouchement. Les 1 à 2%, c'est un peu la théorie parce qu'on est dans un cours théorique, etc., pour vos connaissances médicales. Mais pour votre pratique courante, là, le saignement, il est là depuis l'accouchement. Monsieur Blé, une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que l'hémorragie du postpartum peut se traiter par une simple révision utérine? Est-ce qu'il est considéré comme étant un traitement? Oui, c'est considéré comme un traitement. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Monsieur? Oui, docteur. Est-ce que cette hémorragie peut se voir en cas d'avortement avec les mêmes étiologies? Oui, mais ce n'est pas l'entité, ça ne va pas s'appeler hémorragie du postpartum. Ça va être appelé hémorragie du post-abortum. L'hémorragie du post-abortum, ça a pratiquement les mêmes étiologies, sauf que c'est difficile d'avoir, par exemple, une inertie utérine
ou bien une surdistension utérine pour les avortements, ou bien c'est généralement la cause de l'avortement qui va être la cause de l'hémorragie, c'est généralement les infections amniotiques, ou bien les manœuvres endo-utérines qui peuvent donner des déchirures, par exemple, utérines ou bien des ruptures utérines. Et imaginez une aspiration ou bien un curetage avec une perforation utérine, etc. Ça va donner des lésions traumatiques et ça va beaucoup saigner. Mais c'est une entité que vous ne voyez pas dans vos cours actuels. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui, monsieur. est-ce que le diabète gestationnel est un facteur de risque indirect? C'est un facteur de risque indirect parce qu'avec un diabète gestationnel, la femme risque d'avoir un bébé macrosome ou bien un hydramnios, et c'est par l'hydramnios ou bien par la macrosomie qu'elle va avoir une hémorragie, et pas par le diabète. Monsieur, Donc, oui, madame, oui, docteur. monsieur, l'infection amniotique est facteur de risque وétiologie en même temps معناتها نكتبوها مرتينا ولا كيقولوا لنا معناتها شنو الفرق ما بين نقولوا فاكتور دو ريسك هو ماكروزومي ولا ليتيولوجي انها ماكروزومي عطات له رupture. Tu as raison, c'est un peu intriqué. Les facteurs de risque et les étiologies peuvent. Bon, j'accepterai. Généralement, quand on pose une question, on pose la question à propos des facteurs de risque. Et l'étiologie, on pose la question quand c'est vraiment évident. Parce qu'on peut avoir plusieurs facteurs de risque, mais les facteurs de risque ne vont pas donner forcément la maladie, par exemple l'hémorragie. N'est-ce pas? Donc, quand on pose la question, on essaie de ou bien poser la question à propos des facteurs de risque, ou bien poser la question sur les étiologies. On ne pose pas les deux questions pour enlever les amalgames. Et si tu vas donner tout ce que tu as, hein, si tu as, par exemple, si tu as une macrosomie, ce n'est pas une étiologie, n'est-ce pas? C'est un facteur de risque. Une surdistension, c'est un facteur de risque. Mais l'étiologie, ça va être l'atonie, ou bien la rupture, par exemple. L'inertie, l'infection amniotique, c'est un facteur de risque d'une étiologie qui s'appelle inertie, n'est-ce pas? Quand tu as une infection amniotique, c'est plutôt un facteur de risque qu'une étiologie. L'étiologie, ça va être l'inertie utérine conséquente à l'infection amniotique. Ou bien la rupture utérine. Personne ne peut empêcher la dame de faire une rupture utérine, même si elle a une infection amniotique, il est logiquement daté une rupture, une inertie, ou bien une atonie. فهمتني ماشي فهمتني كيف صارت لك؟ Merci. فما شي كيستيون اخرى؟ لي كيستيون اكريت كيفاش نشوفهم انا؟ C'est bon, monsieur, une femme, j'ai des questions écrites. Il n'y a pas de questions écrites. Hein? D'accord. Monsieur, بلي فما كور hématome rétroplacentaire ما قريناهوش ماهوش داخل في الاكزامان معناها. انا والله قال لي سرياب وانا جو في فوار افيك لونسينيون هو ما تقراش في الميترولوجي تروازيام تريمستر؟ نو قريتوه الكور نتاع الميترولوجي تروازيام تريمستر؟ قرينا جبلنا شويه اما معناها الكور في حد ذاته وحده نتاع لا شيخ بي ما قريناهوش. هو لانه دخل دخل في الانتيتي ميترولوجي تروازيام تريمستر. لا دخل في البريكلومسي. حطوا مع البريكلومسي وقراها. ايوه ديجا في ريبارتيسيون مش موجوده. في ريبارتيسيون مش مكتوب لانه دخلناها مع انتيتي اخرى. parmi les complications تاع البريكلومسي. اي بس ما احنا قلنا باش تقراوها معناتها كل ما نجي في البريكلومسي في الميتروراجي تروزيام تريمستر على اساس كل وحده معناتها. دونك معناتها puisque ثم امالغام تو ثم مشكل ها او بيان نزيدوكم حصه هيماتوم ريتروبلاسنتير وكان ما زدناكمش حصه ما نجيبوش في الاكزامان. شو خاطر احنا لا كور جمعه هذه معناتها. اي دونك هو تري بروبابلومون مش باش نزيدوه معناها منطقيا. ديجا ما عادش عندنا وقت برشا باش نقراو. دونك ما نحطوش في الاكزامان على شربي.
يخرج من الاكزامان. وي 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 فوالا انتوما انا تو نشوفوا مع l'enseignant انا جو suis sûr et certain que l'enseignant il a considéré que il a donné l'essentiel معناها نتاع l'HRP في الميتودولوجي 3e trimestre. خاطر هو c'est une des étiologies des méthodologies du 3e trimestre. عندك rupture utérine, placenta prévia, hématome rétroplacentaire. Donc هو c'est sûr غاديك الى عرج على الهيماتوم ريتروبلاسنتير كيما البلاسنتا بريفيا كيما الريفيزيون يوتيرين لانه احنا حبينا نقصوكم شويه من الفوليوم اورير ومن لي كور وكل شيء. مي بيسكو انتم ما فهمتوش الموضوع هذا ولا هو ما وضحوش كوريكتومون في كل الاحوال وليكم انتم اقراوا الانتيتي باش تتعلموها لانه المهم ان انت راه تكون متعلم. راه الاكزامان هو سي ان مويان بور ساسيوري انه الناس قرات كوراتها وتعلمت. خاطر احنا حاجتنا بكم انتم تكونوا طب باهيين وكهو مش الاكزامان مش هدف نتاعو فونكسيونيل في الاخر هو ان مويان بارمي دوتر باش نوصلوا المعلومه لتلامذتنا طلبتنا فقط. دونك اقراوها انتم الكور ليكم انتم خاطر فو با راتي الانسان يقرا ليماتوم ريتروبلاسنتير. وهنا نقول لكم انه ما نجيبوش في الاكزامان باش ما تتقلقوش انتم بارابور للاكزامان نتاعكم. باهي وي داكور. سمعتوني يا ولاد؟ موافقين انتم؟ وي D'accord, merci. اذا كانكم فوتوني اني نعمل سيونس وحدها الاتش ار بي ونحطوا في الاكزامان قولوا لي ما يسالش نعملوا حاجه احنا متفقين عليها من بعضنا. شنو تشوفوا؟ لا monsieur Michel. ما يسالش. باهي داكور سي لا في دو تو الموند. ما فماش شكون رافض منكم يقول لي. نو مسيو كلنا موافقين. نو مسيو سافا موافقين. متفقين ولا؟ باهي سي يا با دوتر كيستيون ان شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق ونستناكم في الاستاج بحثنا ان شاء الله pour compléter ان شاء الله votre formation. ان شاء الله. Merci beaucoup monsieur. ميرسي. الى اللقاء ان شاء الله. بارك الله فيكم. Merci. au revoir.